La bouche était ouverte, vraiment grande, bien plus large que la normale, que la personne soit vivante ou morte. J'ai vérifié plus tard. L'articulation était intacte, pas de luxation. La bouche était simplement étirée, comme si les muscles qui auraient dû la maintenir fermée avaient cessé d'exister. Les lèvres étaient tirées en arrière des gencives et la plupart des dents avaient disparu. Je suis garde forestier. Je travaille pour le service des parcs nationaux depuis presque 8 ans, dans le district nord-ouest. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas nommer le parc ni donner mon vrai nom. Mais si vous travaillez au SPN et que vous lisez ceci, soit vous savez déjà qui je suis, soit vous avez entendu une version de ce que je m'apprête à raconter. Dans tous les cas, j'apprécierais que vous gardiez cela pour vous. Je fais ça uniquement pour que l'information circule. Je pense que les gens devraient savoir. Mon père est celui qui m'a obtenu ce poste. Il était garde forestier dans le même district, depuis environ 26 ans avant que je ne commence. C'est comme ça que j'ai su que le poste était disponible. Il m'a appelé un jour pour me dire qu'ils avaient une place et que la période de candidature était courte. J'avais 23 ans et je travaillais dans une quincaillerie à Bremerton, sans vraiment savoir où j'allais dans la vie. J'ai donc postulé. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir dire qu'il y avait quelque chose de romantique dans tout ça, un amour profond de la nature qui m'avait attiré. Mais honnêtement, mon père m'a proposé une voie toute faite et je l'ai choisie, parce que je n'en avais pas encore une de définie. J'avais grandi en lui rendant visite pendant qu'il travaillait. Balades en week-end dans le camion de service, à l'aider à réapprovisionner les registres de sentiers et à manger des sandwichs au beurre de cacahuète sur le haillon pendant qu'il remplissait sa paperasse. J'aimais ces moments. Ce que je n'avais pas compris avant de faire le même travail, c'est que ces visites-là étaient soigneusement planifiées. Papa ne m'emmenait avec lui que les jours les plus simples. Il ne m'avait jamais emmené pour une récupération de corps, ni à la recherche d'un enfant perdu, ni pour une randonnée de 3 heures hors sentier pour marquer un élan blessé au service de la faune et de la pêche. En gros, la version du métier que j'avais vue avec lui en grandissant n'était qu'un montage des meilleurs moments. Et je ne l'ai vraiment découvert qu'une fois devenu moi-même employé. Je dois avouer que je ne suis pas fait pour ce travail, pas comme lui. Papa pouvait passer 4 jours seul dans l'arrière-pays et revenir en ayant l'air d'avoir 10 ans de moins. De mon côté, je passe une nuit dans une tour de guet et mes mains tremblent pendant 1 heure le lendemain matin. Je prends de la cétririsine depuis mes 19 ans, un médicament pour l'asthme. Je vérifie les verrous de ma cabane de service 2 fois avant de me coucher, puis je les vérifie à nouveau quand je me lève pour aller aux toilettes à 2 heures du matin. Je sais que cette deuxième vérification est inutile. Je l'ai déjà faite 3 heures plus tôt et personne n'est entré depuis. Mais je la fais quand même, parce que mon cerveau a besoin de cette confirmation que tout est sûr et verrouillé. C'est comme ça que fonctionne mon esprit, et je fais avec. La plupart du temps, je vais bien. Je fais mon travail correctement. Personne ne s'est jamais plaint de moi. Mes évaluations disent des choses comme fiable et minutieux. Les mots qu'on utilise quand on veut dire que vous n'êtes pas particulièrement brillant, mais que vous êtes là. Maintenant que tout ça a été dit, entrons dans le vif de l'histoire. La première chose s'est produite pendant ma 2e année, début septembre, à la toute fin de la saison de randonnée. Les journées étaient encore chaudes, mais la lumière tombait rapidement après 17 heures.
Nous avons reçu un signalement d'une femme au parking principal du départ du sentier. Son mari n'était pas revenu. Il était parti le matin pour une journée de randonnée sur l'une des boucles à l'est. Un sentier de 19 km de difficulté modérée. L'homme avait 44 ans, de l'expérience, et il avait déjà fait cet itinéraire. Il avait dit à sa femme qu'il serait de retour pour 16 heures. À 19 heures, elle nous a appelés. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. En général, le randonneur a mal calculé le trajet, s'est tordu une cheville ou s'est simplement assise à un bel endroit et a perdu la notion du temps. 9 fois sur 10, ils reviennent par leurs propres moyens, penauds et désolés, et on les retrouve sur le sentier avec une lampe torche alors qu'ils sont déjà en train de rentrer. Quoi qu'il en soit, nous avons commencé les recherches au lever du jour le lendemain matin. 4 équipes de 2 personnes se sont déployées depuis le départ du sentier, chacune couvrant une section de la boucle et les zones hors sentier alentour. J'étais en binôme avec un autre garde forestier nommé Colby. C'était un saisonnier en 2e année. Il parlait beaucoup et marchait trop vite. Nous couvrions une section hors du sentier principal, du côté est, là où la boucle passe près d'un ravin qui alimente le réseau de ruisseaux en contrebas. C'est très dense dans ce coin. Sapins de Douglas, tuyas géants, fougères qui vous arrivent à la taille par endroits, et beaucoup de bois mort. De vieux gros troncs ramollis par la pourriture qui s'effrite sous les pieds. Pas un endroit où un randonneur s'aventurerait normalement, mais nous vérifions partout, car les personnes perdues ne restent pas sur les chemins balisés. Colby était environ 30 mètres devant moi quand j'ai traversé un bosquet de fougères épais et regardé en contrebas dans le ravin. J'ai trouvé le corps vers 10 heures du matin. Il était allongé sur le dos, au fond du ravin, à environ 50 mètres du sentier, installé dans les fougères comme si quelqu'un l'avait délicatement posé là. À plat, sur le dos, bras le long du corps, jambes bien droites. La première chose qui m'a frappé, c'est à quel point la peau était pâle, mais d'une pâleur parfaitement uniforme, comme si on avait mélangé la couleur dans un seau avant de la peindre avec soin. Aucune lividité, aucune décoloration, aucun bleu. Puis j'ai vu le visage. La bouche était ouverte, vraiment grande, bien plus large que la normale, que la personne soit vivante ou morte. J'ai vérifié plus tard. L'articulation était intacte, pas de luxation. La bouche était simplement étirée, comme si les muscles qui auraient dû la maintenir fermée avaient cessé d'exister. Les lèvres étaient tirées en arrière des gencives et la plupart des dents avaient disparu. Elles étaient éparpillées sur le sol autour de la tête, dans les fougères et la terre, comme si quelqu'un avait jeté une poignée de pastilles dans l'herbe. Je les voyais, petites et blanches sur le paillis brun. Certaines avaient encore leurs racines attachées, longues, pâles et effilées, intactes. Elles semblaient avoir été poussées proprement vers l'extérieur à travers les gencives. Quelques-unes avaient atterri jusqu'à 15 cm du visage. Quoi que ce soit qui les avait expulsées l'avait fait avec une force suffisante pour les projeter ainsi. J'ai signalé la découverte par radio, puis je me suis assis sur une bûche moussue, à environ 6 mètres de là, et j'ai attendu nerveusement. Quand on trouve un corps, on marque le GPS, on transmet les coordonnées et on ne touche à rien. Quelques minutes plus tard, Colby a déboulé à travers les broussailles. Je lui ai dit de rester en arrière. Il l'a fait, même s'il tendait le cou pour essayer de voir dans le ravin. Je lui ai conseillé de ne pas regarder,
mais il l'a fait quand même. Après ça, il n'a plus dit un mot, ce qui était probablement le moment le plus silencieux de tout l'été. Je suis resté assis sur cette bûche pendant 45 minutes à attendre l'équipe de récupération. Colby se tenait à 3 mètres derrière moi et envoyait des textos sur son téléphone, ce qui techniquement n'aurait pas dû marcher ici, mais parfois ça captait. J'ai passé la plus grande partie en attendant à essayer de comprendre ce qui me dérangeait, au-delà de l'évidence. J'ai fini par réaliser que c'était l'odeur. Il n'y en avait aucune. Un corps dans les bois en septembre, même s'il n'est là que depuis la nuit précédente, devrait sentir quelque chose. Peut-être pas encore la putréfaction, mais la biologie fait son truc. Sueur, déchets, premier stade du travail bactérien. J'avais déjà eu le déplaisir de connaître cette lourdeur dans l'air autour d'un corps frais. J'avais participé à 2 autres récupérations auparavant, des cas de mort de froid durant l'hiver précédent retrouvés au dégel du printemps. Les 2 fois, l'odeur m'avait averti avant même que je ne voie les corps. Celui-ci, rien. J'étais à 6 mètres et l'air sentait simplement la terre et les fougères humides, l'odeur du brouillard matinal qui se dissipait de la canopée. Le corps ne semblait pas faire partie de la forêt, il était comme un accessoire posé là, un élément de décor. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est l'absence totale d'insectes. Je vous rappelle que nous étions en septembre dans le nord-ouest, dans un ravin avec de l'eau stagnante et de la matière végétale en décomposition. Comment pouvait-il n'y avoir aucun insecte? Les moustiques nous piquaient, Colby et moi, depuis que nous avions quitté le camion. J'avais à moi seul 3 piqûres sur le cou, mais le corps n'avait rien. Rien qui rampait, rien qui bourdonnait autour de la bouche ouverte ou des yeux. Les mouches trouvent un animal mort dans les bois en quelques minutes. J'étais resté assis là près d'1 heure et ce corps était intact. Comme si, pour la nature, ce n'était pas une vraie source de nourriture. Comme si la nature elle-même le traitait comme s'il n'était pas organique. L'équipe de récupération est arrivée à pied vers midi. Ils l'ont mis dans un sac et l'ont emporté. Je suis retourné au départ du sentier pour faire ma paperasse à l'arrière de mon camion. J'aimais faire ça, car mon bureau me semblait trop petit et trop fermé. Ensuite, je suis rentré chez moi et je me suis assis un moment, en attendant que ma jambe arrête de trembler. Voici le problème. Ce corps ne correspondait pas au randonneur disparu. Morphologie totalement différente. Le randonneur mesurait 1,85 m, épaules larges, il faisait de la musculation le week-end. Selon sa femme, le corps était frêle, 1,73 m au maximum, carrure étroite, âge estimé complètement différent, peut-être fin de vingtaine contre 44 ans. Ils avaient aussi des couleurs de cheveux différentes. Quand les dossiers dentaires sont revenus, il n'y en avait de toute façon pas à comparer, ils ne correspondaient à personne dans aucune base de données. Pareil pour les empreintes digitales. Aucun signalement de personne disparue dans tout l'État ne correspondait à la description. Le rapport du médecin légiste indiquait que la cause du décès était indéterminée. Aucun traumatisme, aucune toxicologie, aucune maladie, aucun signe d'exposition, aucune trace de prédation animale. Les notes mentionnaient la mâchoire et les dents, mais les présentaient comme des changements post-mortem anormaux d'origine inconnue. J'ai lu cette phrase et je me souviens avoir pensé que c'était une façon très commode de dire « Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ici et j'aimerais arrêter d'y penser ». Il y avait une autre chose dans les notes du médecin légiste que je n'ai compris que plus tard. Sous l'examen interne, une seule ligne,
absence du poids d'organes attendus, cavité thoracique et abdominale présentant une masse viscérale non significative. Même après l'avoir lu 3 fois, je n'avais pas saisi. Je ne suis pas médecin, donc je ne savais pas vraiment quoi en tirer. Il faudrait des années avant que je comprenne ce que l'examinateur voulait vraiment dire. Avec le langage le plus prudent possible, il indiquait que le corps était en grande partie vide. La partie « à revoir » n'a jamais eu lieu. Pour autant que je sache, le dossier est resté ouvert. Personne ne l'a clos, personne ne l'a poursuivi. Il a simplement cessé d'avancer. Le randonneur disparu, le mari de 44 ans, n'a jamais été retrouvé. Sa femme a appelé le poste toutes les semaines pendant 2 mois, puis toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois, puis elle a arrêté. Ce n'est pas moi qui prenais ces appels, mais j'étais présent durant certains. Et le son de l'espoir qui s'amenuise n'est pas quelque chose que j'aime décrire. On l'entendait dans les pauses entre ces questions, qui devenaient de plus en plus longues. Personne n'a relié le corps du ravin au randonneur disparu. Il n'y avait rien à relier. C'était une personne complètement différente. 2 événements sans rapport qui s'étaient produits dans la même zone à peu près au même moment. Coïncidence, malchance. Juste les bois qui font ce que les bois peuvent parfois faire subir aux gens. À l'époque, mon père était encore en vie et travaillait toujours dans le district, comme il l'avait fait depuis avant ma naissance. Il avait 58 ans, ses genoux commençaient à lâcher, mais il marchait encore plus vite que n'importe qui de moins de 30 ans dans l'équipe. Quelques soirs plus tard, je lui ai parlé du corps pendant le dîner, juste les grandes lignes. Les dents, la mâchoire, l'absence de réponse du légiste. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Il a gardé les yeux fixés sur les miens tout du long et a arrêté de bouger sa fourchette. Quand j'eus terminé, il m'a dit quelque chose comme « En 26 ans, j'ai vu une douzaine de choses que je ne pouvais pas expliquer. Les bois ne fonctionnent pas selon nos règles et ils n'ont pas de compte à nous rendre. » Il disait des choses comme ça parfois. Je ne pense pas qu'il voulait être dédaigneux. Il avait simplement une façon de mettre les choses dans une boîte, d'en rabattre le couvercle bien à plat, puis de poser quelque chose de lourd dessus. Et quand il le faisait, on croyait que la boîte resterait fermée, et on voulait qu'elle le reste. J'ai donc laissé la boîte fermée. Ça faisait seulement 2 ans que je faisais ce job et je n'étais même pas sûr d'assurer les bons jours. Et en face, j'avais un père qui pouvait regarder l'inexplicable et simplement hausser les épaules. Je voulais plus que tout être capable d'en faire autant. J'ai donc enfui ce souvenir à l'endroit où je range tous ceux qui menacent de faire s'effondrer ma réalité sous mes pieds. Quelque part si profond que même les médicaments ne peuvent pas l'atteindre. Pendant un temps, ça a fonctionné. Mon père est mort 14 mois plus tard. C'était un cancer du pancréas détecté trop tard. Apparemment, ce cancer est particulièrement sournois. Il est passé du diagnostic à la mort en 11 semaines environ. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce n'est pas le sujet de ce texte, et je ne peux toujours pas en parler sans que mes mains se remettent à trembler. Je dirais simplement ceci. Il ne s'est pas plaint et il n'avait pas peur. Le dernier jour où il était conscient, il m'a demandé comment se présentaient les conditions des sentiers pour le printemps. C'était tout mon père. Il est mort, je suis resté dans le district et j'ai continué le métier. Ça m'occupait l'esprit. Les gens me disaient qu'il aurait été fier de moi pour avoir gardé le poste. Peut-être. Je pense qu'il aurait plutôt été perplexe. Honnêtement, il savait que j'avais peur de tout. Il avait simplement eu la délicatesse de ne jamais le dire à voix haute. Les années suivantes ont été relativement calmes. Je faisais mes tournées, je prenais mes médicaments.
j'ai appris à connaître les autres gardes qui entraient et sortaient. Certains étaient bons, d'autres ne faisaient que passer en attendant un meilleur poste. J'ai trouvé un rythme qui fonctionnait tant que rien ne le perturbait. Autrement dit, j'ai construit une vie en restant à ma place, en espérant que rien ne vienne perturber cette routine. Le corps du ravin était rangé dans ma boîte mentale, et le couvercle tenait encore bien dessus. Mais j'y pensais parfois, tard le soir, quand les temps étaient calmes. Ces moments où le cerveau décide que le sommeil ne viendra pas. Penser à quelque chose et agir sont deux choses très différentes, et j'ai toujours été meilleur dans la première instance. 4 ans ont passé, puis ils ont trouvé un deuxième corps. Avant de continuer, laissez-moi vous parler de Philippe et Richard. Philippe a commencé l'année où mon père est mort. Il avait 24 ans, tout juste sorti d'un programme de foresterie. Il pouvait rester assis à côté de vous pendant une demi-heure sans dire un mot, et vous appréciez pourtant sa compagnie. Il n'était pas timide, il ne lançait simplement pas les conversations, mais si vous en commenciez une, il la suivait volontiers et se souvenait des détails des semaines plus tard. Le truc avec Philippe, c'était l'horreur. Il adorait ça. Creepypasta, folklore, podcasts paranormaux, films d'horreur de l'ère VHS, tout le soin. Il avait une étagère dans sa cabane à moitié remplie de guides de terrain et pour le reste de recueils d'horreur au dos craquelé. Quand il avait commencé, il demandait à chaque nouveau garde quelle était la chose la plus étrange qu'il avait vécue dans le métier. La seule fois où il lançait vraiment les conversations. La plupart des gens ne lui confiaient rien de bien intéressant. Il notait tout dans un petit carnet. Je n'ai pas fait exception. Je lui avais parlé de la botte trouvée 100 pieds dedans sur le sentier et sans propriétaire à proximité. Je ne lui ai pas parlé du corps dans le ravin. Peut-être parce que l'histoire de la botte rentrait bien dans son carnet, tandis que le corps pouvait rester dans la boîte. Richard était dans le district depuis environ 3 ans quand le deuxième corps est apparu. Il avait 33 ans et bossait avant dans les assurances à Portland, ce dont il ne parlait jamais. J'en avais déduit qu'il n'aimait pas ça. Il était passé au service des parcs nationaux via un programme de reconversion et s'était adapté immédiatement. Richard était le genre de gars qui emportait une barre énergétique en plus au cas où vous auriez oublié la vôtre. Il vous donnait sa veste de pluie si la vôtre était restée dans le camion. Il avait donné des noms aux tamias autour du poste et était vraiment contrarié quand l'un d'eux cessait de se montrer. Il était très sensible, presque à l'excès, mais d'une sincérité telle que ça ne devenait jamais gênant. Être près de lui vous donnait envie de dire « Bon sang, j'aimerais être comme ça ». Nous 3 n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais des collègues qui s'appréciaient sincèrement, ce qui est déjà rare. Nous mangions ensemble quand nos plannings coïncidaient, et faisions parfois du covoiturage pour les courses en ville. Une fois, Richard m'a prêté un livre et ne me l'a jamais redemandé. Philippe et moi avons regardé un match des Mariners chez lui un soir sans beaucoup parler, et c'était très bien comme ça. Nous étions 3 gars à l'aise ensemble, et ça n'avait pas besoin d'être quoi que ce soit de plus. C'était ma 6e année, fin octobre. Un couple dans la trentaine avait réservé un emplacement de camping dans l'arrière-pays sur le sentier North Fork pour 2 nuits. Quand ils ne se sont pas présentés à la date prévue et que leur voiture était encore sur le parking le lendemain matin, une recherche a été lancée. Leur campement a été retrouvé intact. Tente plantée, sac de couchage à l'intérieur, kit de cuisine accroché au filet anti-ours. 2 sacs à dos étaient appuyés contre une bûche, la nourriture encore dans le bidon, intacte. Aucun signe de lutte. On aurait dit que 2 personnes étaient parties chercher de l'eau et n'étaient jamais revenues. Dans la voiture, il y avait une tasse de café avec un cercle de lait séché au fond. J'étais dans l'équipe de recherche avec un garde nommé Gillette.
nous établissions un quadrillage au nord du campement, en nous frayant un chemin à travers des broussailles épaisses, le long d'une piste de cerf qui suivait une crête. À environ 400 mètres, dans un fourré de gothéries et de vignes d'Oregon si dense que je devais me mettre de côté pour passer, j'ai vu le corps. Ma jambe s'est figée une seconde. Mon cerveau a envoyé le signal, mais ma jambe a refusé de suivre. Je savais ce que je voyais avant même de le traiter consciemment. La peau, la couleur, cette même apparence plate et uniforme de mannequin, un corps allongé sur le dos, dans les broussailles, bras le long du corps, bouche grande ouverte. Je suis resté là environ 10 secondes, à un long moment quand votre binôme vous appelle à 20 mètres. Finalement, j'ai entendu Gillette me demander si j'allais bien. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelque chose et que j'avais besoin d'1 minute. Il a probablement cru que j'allais vomir. Ce n'était pas ça. Mon corps essayait d'être dans 2 époques à la fois. J'étais à la fois là, en octobre, à fixer un corps, et j'étais aussi assis sur cette bûche moussue 4 ans plus tôt dans le ravin, sans rien sentir là où il aurait dû y avoir quelque chose. Celui-ci était une femme, petite carrure, cheveux sombres, probablement au milieu de la vingtaine. Aucune correspondance avec les campeurs disparus. Même fraîcheur anormale, même peau intacte, même absence d'odeur, même désintérêt de la part des insectes alors qu'ils étaient partout ailleurs. La bouche était ouverte, la mâchoire béante, mais cette fois toutes les dents étaient là, propres, blanches et en place. La mâchoire n'était ni forcée ni déchirée, juste ouverte de manière détendue, un peu comme quelqu'un qui s'endort pendant un long trajet en voiture. Malgré tout, je sentais que c'était la même chose. Je le sentais dans mes os. Quoi que j'ai trouvé dans ce ravin 4 ans plus tôt, en voici un autre, à 19 km au nord. J'ai signalé la découverte par radio. Gillette et moi sommes restés avec le corps. Il me regardait bizarrement parce que mon visage faisait sans doute quelque chose dont je n'avais pas conscience. Je lui ai demandé de ne pas mentionner ça dans son rapport. Il a simplement répondu « Mentionner quoi ? Un homme bien. » Le rapport du médecin légiste est revenu 10 jours plus tard. J'ai demandé une copie, ce que j'ai dû justifier auprès de ma superviseure, une femme nommée Chloé, très efficace et peu friande de paperasse supplémentaire. Je lui ai expliqué que j'avais trouvé un corps similaire des années plus tôt et que je voulais comparer les notes. Elle m'a regardé 2 secondes de trop, puis a approuvé. Voici les notes. Cause du décès indéterminée. Aucun traumatisme, aucune toxicologie. L'examen interne notait la même chose que la première fois. Masse d'organes réduite. Le corps était plus léger qu'il n'aurait dû l'être pour sa taille. Cette fois, l'examinateur avait ajouté un élément nouveau, lacération dans l'œsophage et la trachée supérieure. Profondes éraflures verticales, partant de quelque part sous l'endroit où l'estomac aurait dû être, et remontant jusqu'à la gorge. Comme si quelque chose à la surface rugueuse s'était traîné de l'intérieur. Les éraflures étaient nettes et sèches, sans sang ni inflammation, aucun signe de cicatrisation. Quoi que ce soit qui les avait faites, l'avait fait près du moment de la mort, ou de ce que nous appelions la mort, puisque rien chez ces corps ne suivait les règles habituelles d'un décès, ni même de la physionomie humaine. Une pensée m'est venue en terminant la lecture. Peu importe ce qui avait laissé le premier corps, il s'était amélioré pour en sortir. Le couple disparu n'a jamais été retrouvé. Leurs familles ont appelé, et ces appels ont suivi le même schéma que 4 ans plus tôt. J'ai dû rester une nouvelle fois assis dans ce bureau à écouter l'espoir mourir dans leur voix. J'ai essayé de relire officiellement les 2 affaires. J'ai rédigé un résumé sec et factuel,
puis je l'ai soumise à Chloé avec une demande pour le transmettre au bureau régional. Elle l'a lu devant moi et a dit « Ce sont 2 dépouilles non identifiées trouvées à 6 ans d'intervalle dans des endroits différents. Ils n'ont aucune connexion apparente entre elles, ni avec aucune personne disparue. Qu'est-ce que vous voulez exactement que le régional fasse de ça ?» Elle n'était pas cruelle. Elle avait raison. Sur le papier, il n'y avait rien à relier. Je voulais dire qu'ils étaient les mêmes, qu'ils renvoyaient la même impression, que nous avions affaire à des corps étranges qui n'avaient rien à l'intérieur et le même vide autour d'eux, et que si on regardait de près, rien de tout ça n'avait de sens. Mais on ne peut pas écrire ce genre de choses dans un rapport fédéral. Ce n'est pas une note à trouver dans un jeu d'horreur. J'ai donc simplement remercié Chloé et je suis retourné dans ma cabane, où je me suis assis au bord de mon lit pendant un long moment. 3 mois plus tard, en janvier, Philippe, Richard et moi avons eu une mission de 2 nuits dans l'arrière-pays. Un relevé de sentier après une série de tempêtes de fin d'automne. Nous devions vérifier les éboulements, les arbres tombés bloquant l'accès et les dommages aux ponts piétons sur la boucle supérieure. C'était un itinéraire assez long pour que camper soit plus logique que de tout faire dans la journée. J'ai presque demandé à échanger la mission. Je dormais mal depuis octobre, pire que d'habitude, et l'idée de passer 2 nuits là-bas me nouait l'estomac, quelque chose que je n'aurais pas pu expliquer sans passer pour un fou. Mais je n'en ai pas parlé, parce que Philippe et Richard faisaient partie du planning et que je leur faisais confiance. Et aussi parce que mon père aurait fait se relever sans même y réfléchir à 2 fois. Même là, je me mesurais encore à la sérénité d'un homme mort. J'ai préparé mon sac et je suis parti. La première journée s'est bien passée. Froid et clair. Un de ces jours de janvier où l'air semble avoir été purifié. Nous avons fait la section inférieure, signalé 2 éboulements et un pont avec une poutre fissurée. Nous avons mangé un mélange de rations de survie et de bœuf séché, puis nous avons établi le camp sur un emplacement désigné, sur une plateforme plate au-dessus du ruisseau, vers 16 heures. Richard avait apporté une quantité absurde de nourriture, saucissons, plusieurs fromages, crackers, sacs de petites mandarines. Il avait tout étalé sur un rocher plat comme un buffet. Philippe a dit que ça ressemblait à un plateau de charcuterie pour des gens qui font leurs courses à la station-service. Richard a pris ça comme un compliment et a répondu qu'il avait travaillé dur dessus. Nous avons allumé un feu pendant que la lumière baissait. La température chutait, mais le ciel était dégagé et sans vent, chose rare là-haut en hiver. La fumée montait droit. Nous sommes assis sur des bûches autour du feu et nous avons trop mangé la nourriture de Richard, en parlant de choses sans importance. Philippe essayait de convaincre Richard de regarder un film d'horreur coréen qu'il considérait comme le meilleur qu'il avait vu depuis 5 ans. Richard disait qu'il n'aimait pas les films d'horreur parce qu'il lui faisait de la peine pour les personnages. Philippe répondait que c'était le but, mais Richard insistait. Il se sentirait mal pendant des jours et ça lui gâcherait la semaine. Connaissant Richard, je l'ai cru. Vers 20h, la conversation a abouti à un de ces silences confortables où personne ne ressent le besoin de le combler. Puis Philippe a dit « Vous avez entendu parler de Bud Janelli ?» Richard a secoué la tête. Moi non plus. Philippe a tisonné le feu et s'est calé en arrière. « Il était là avant vous deux. Il a pris sa retraite peut-être un an avant que tu ne commences, m'a-t-il dit. Un gars discret apparemment. Les anciens disaient qu'il parlait presque jamais de lui. Mais il y avait une histoire qu'il avait racontée à quelques personnes, et elle avait tourné. « Et évidemment, tu sais ce que c'est » a dit Richard. « Bien sûr. » Philippe a cassé le bâton en 2 et jeté le bout dans les braises. Bud faisait une patrouille en solo dans la Haute North Fork. Fin de l'été, peut-être 2005 ou 2006. Longue journée, rien de spécial. Il redescendait et au détour d'un virage en épingle, il y a un gars sur le sentier, à environ 15 mètres devant, juste debout, là.
Bud l'appelle, le gars se retourne et l'attend. « D'accord, » a dit Richard. Ils marchent ensemble pendant environ 1,5 km. Bud essaie de faire la conversation. Le gars répond à peine, par courtes phrases, sans rien lâcher à propos de lui-même. Bud se dit qu'il est juste fatigué ou qu'il n'avait pas envie de discuter. Pas de problème. À un moment, Bud s'arrête pour refaire son lacet. Il regarde par terre pendant peut-être 15 secondes. Philippe a marqué une pause. Quand il relève la tête, le gars a disparu. Richard a attendu. Disparu où ? C'est ça le truc. Le sentier était droit sur 100 mètres dans les deux directions. Pas de sentiers latéraux. Versant raide d'un côté, à pic de l'autre, il n'y avait nulle part où aller. Le gars avait simplement disparu. Il aurait pu se glisser derrière les arbres pour uriner, a suggéré Richard. Sur un versant raide, en 15 secondes, sans faire un bruit et sans que Bud entende un seul pas, Philippe a haussé les épaules. Peut-être. Richard a regardé le feu. D'accord, c'est bizarre. Ça devient encore plus bizarre. Bud en a parlé à quelques gars autour d'une bière. Ils lui ont demandé à quoi ressemblait l'homme. Et il n'a pas pu le dire. Il commençait à décrire le visage et s'arrêtait net, comme si la mémoire refusait de lui revenir. Après quelques semaines, il arrivait à peine à se souvenir de la rencontre. Juste que ça s'était produit et que ça le dérangeait. Comment ça, il ne pouvait pas se souvenir ? Les détails se dissipaient. Il savait qu'il y avait eu un homme, qu'ils avaient marché ensemble, mais tout le reste s'évaporait. Le visage, les vêtements, la voix, tout se dissolvait dans ses souvenirs. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Le feu a craqué et envoyé une gerbe d'étincelles dans l'obscurité. C'est flippant, Phil, a dit Richard. Philippe a souri. J'ai ri, mais je pensais au sentier où ça s'était passé. La haute North Fork. Le deuxième corps avait été trouvé à environ 3 km de cette section. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi et j'ai laissé la conversation continuer. Nous nous sommes couchés vers 21h30. J'étais dans mon sac de couchage, Philippe dans sa tente, Richard dans la sienne. Je fixais le plafond en nylon en essayant de convaincre mon cerveau de s'éteindre, une négociation que je perds la plupart des nuits. Le ruisseau était assez bruyant pour couvrir les petits sons. C'était paisible. Sans lui, le silence total aurait été trop oppressant. L'inconvénient, c'est que je n'entendais pas ce qui pouvait bouger autour de nous. Je ne sais pas quelle heure il était quand j'ai entendu la fermeture éclair de Richard. Si je devais deviner, je dirais vers minuit. Je l'ai entendu sortir de sa tente, des pas sur le sol gelé, et j'ai supposé qu'il partait pisser. J'ai presque replongé dans mon demi-sommeil. Puis je l'ai entendu dire quelque chose, pas à moi, mais vers la lisière des arbres. Ça avait l'air décontracté et amical, comme si quelqu'un venait d'arriver au camp. Hey, ça va là-bas ? Tu as besoin d'aide ? Je suis sorti de mon sac rapidement. J'ai ouvert ma tente. Le froid m'a frappé. Richard était debout à environ 6 mètres du cercle de feu, face aux arbres au nord. Il regardait quelqu'un. Je pouvais voir la forme d'une personne, debout, juste au-delà de la portée de la lumière des braises, à une 40aine de mètres du camp, à travers les arbres. Droite, immobile. Je pouvais dire qu'elle nous faisait face, mais je ne voyais pas le visage, presque aucun détail. Juste le contour, taille et carrure moyenne. Elle se tenait comme quelqu'un qui attend le bus. Il n'y avait rien d'ouvertement anormal dans ce que nous regardions, et pourtant, tout mon corps est devenu froid. Richard a fait un pas vers la forme. Hé, tu as besoin Richard ? J'ai dit ça trop fort, vu l'heure, mais je m'en fichais. Il s'est retourné et m'a regardé. Dans la faible lumière orange, son visage semblait confus, pas effrayé. Il n'avait pas encore ressenti d'anomalie, comme moi. Je lui ai dit « Reviens près du feu tout de suite ». Il m'a regardé, puis a regardé à nouveau la silhouette.
Quelque chose dans ma voix a dû suffire pour le convaincre, car il est revenu sans discuter, même s'il continuait à jeter des regards par-dessus son épaule. Philippe était réveillé lui aussi, assis dans sa tente avec sa lampe frontale allumée, demandant ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un à la lisière du camp. Philippe a mis ses bottes, a attrapé sa lampe torche et l'a dirigée vers les arbres. Au moment où le faisceau a touché l'endroit, il n'y avait plus rien. Juste des troncs et des branches dans l'obscurité. « Quoi ?» ?»« J'ai vu quelqu'un, » a dit Richard, comme s'il essayait de se convaincre lui-même autant que nous. « Il était juste là, » a-t-il ajouté en pointant du doigt. Philippe a balayé la lumière d'avant en arrière. « Ça aurait pu être un randonneur perdu. »« Il était debout, là, » a insisté Richard. « Est-ce qu'il a dit quelque chose ?» a demandé Philippe. Richard a commencé à répondre, puis s'est arrêté. Sa bouche s'est ouverte et fermée, et ses yeux sont partis au loin pendant une seconde. Puis il a dit « Je crois que oui. Ouais, il a dit quelque chose, mais c'était difficile à entendre à cause du ruisseau. » Je n'ai pas demandé ce que la silhouette avait dit. Je ne voulais pas savoir si Richard avait entendu ce que j'avais perçu depuis ma tente juste avant de sortir. Parce que j'avais entendu quelque chose moi aussi. Sous la voix de Richard, derrière le bruit du ruisseau, il y avait eu autre chose. Bas et plat, une voix qui essayait de sembler normale, mais en dessous quelque chose de faible, à peine perceptible. Un bourdonnement, une vibration profonde et grondante, comme une guêpe piégée dans un violoncelle. Ça n'avait duré que 2 secondes. C'était la pire chose que je n'ai jamais entendue. « Gardons le feu allumé », ai-je dit. « Je prends le premier tour de garde. » Ils étaient tous les deux d'accord. Philippe a ravivé le feu. Richard s'est assis tout près et a gardé sa lampe frontale allumée, visant les arbres pendant l'heure suivante. Même si le feu était assez brillant, je me suis assis dos aux flammes, à surveiller l'obscurité. Je tremblais au lieu de dormir. Au lever du jour, nous avons plié bagages. J'ai dit que je voulais rentrer plus tôt et sauter la 2e nuit. Personne n'a posé de questions. Philippe était silencieux pendant la randonnée du retour, mais d'un silence différent de son habitude. Richard était l'opposé, il n'arrêtait pas de parler. Il parlait de la nourriture qu'il avait apportée, du pont qui avait besoin de réparation, des matchs de la saison des Mariners. Il me rappelait quelqu'un qui essayait de remplir l'air avec suffisamment de sujets normaux pour que l'anormal disparaisse. Une semaine plus tard, j'ai fait une demande pour être retiré des missions de nuit pour le reste de la saison. Ma superviseure l'a approuvé. Je pense qu'elle supposait que c'était à cause de mon anxiété, ce qui, d'une certaine façon, était vrai. Cinq mois plus tard, en juin, un garde de patrouille de jour nommé Tate a trouvé un homme assis sur un rocher près du départ du sentier Elk Creek, à environ 9 mètres du parking. L'homme était brûlé par le soleil et déshydraté. Il avait une coupure sur le front qui avait mal cicatrisé et il était assis, très immobile, les mains sur les genoux, à fixer le gravier entre ses bottes. Tate a essayé de lui parler. L'homme a levé les yeux et lui a dit « Il faut que je rentre chez moi ». Tate lui a demandé son nom et d'où il venait. L'homme a répondu aux 2 questions, mais sans développer. Il avait été porté disparu depuis 2 jours. Randonneur solo, permis dans l'arrière-pays, censé faire une boucle de 3 nuits dans le haut du vallon. Sa voiture était sur le parking et son sac à dos avait disparu. L'homme était assez cohérent pour que ce ne soit pas une urgence médicale, mais il était clairement en mauvais état. Hypothermique malgré la chaleur de juin, déshydraté, égratigné par la marche hors sentier. Ils l'ont amené au poste,
lui ont donné de l'eau et une couverture, puis ont commencé le débriefing avec le randonneur perdu. Sauf que Tate en a parlé à Philippe pendant le changement d'équipe. C'était un commentaire en passant. On a trouvé un gaz assis près d'Elk Creek. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tate ne le disait pas littéralement, c'était juste une expression. Mais Philippe, qui avait du nez pour ce genre de choses, a posé quelques questions subséquemment. Quelque chose dans les réponses l'a poussé à venir m'en parler. « Tu devrais vraiment parler à ce gars », m'a-t-il dit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de ma cabane, les mains dans les poches, avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Le randonneur perdu d'Elk Creek. Il a dit quelque chose à Tate à propos d'avoir rencontré un autre randonneur sur le sentier avant de se perdre. Tate n'a pas creusé parce que le gars était plutôt fermé, mais la façon dont il l'a dit... Je sais pas, mec. Je pense que tu devrais aller lui parler. Philippe n'a pas expliqué pourquoi il pensait que je devais être celui qui le fasse. Il n'a pas fait référence à la nuit de camping, ni à cette silhouette dans les arbres. Nous n'avions de toute façon jamais vraiment reparlé de cette nuit. Et pourtant, il est venu me voir. Ça en disait long sur ce que Philippe savait, sans vraiment le savoir. L'homme était encore au poste. Il avait refusé d'aller à l'hôpital et était assis dans la salle de pause, à boire une boisson énergétique en fixant le micro-ondes. J'ai tiré une chaise en face de lui et je lui ai dit que j'étais garde forestier et que j'avais entendu qu'il avait passé un sale moment ces 2 derniers jours. Je voulais juste m'assurer que nous avions tout établi. Je lui ai demandé s'il pouvait me raconter ce qui s'était passé depuis le début. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il tirait nerveusement sur l'étiquette de la bouteille. Finalement, il a dit « J'ai rencontré quelqu'un sur le sentier. » Son histoire est sortie, lentement. Il était sur la fourche supérieure, à environ 6 km et demi, avançant péniblement à cause de son sac lourd et de la pente raide. Il est arrivé à un virage et il y avait un homme sur le sentier, devant lui, à environ 18 mètres, marchant dans la même direction. L'homme avait une taille et une carrure moyenne, une veste verte, un jean et un sac à dos. Il avait entendu le randonneur arriver, s'était retourné et l'avait attendu. Il avait même fait un petit signe de la main. Ils s'étaient mis à marcher ensemble. L'homme semblait normal au début, amical. Il avait dit bonjour, parlé du temps, les banalités habituelles. Le survivant lui avait demandé où il allait. L'homme avait répondu, mais le survivant ne se souvenait plus de la réponse. Ils avaient marché ensemble pendant peut-être 400 mètres. Le survivant avait fait la plupart de la conversation. Il se disait bavard sur les sentiers et aimait avoir de la compagnie. L'autre semblait aussi apprécier. Après quelques minutes, il avait commencé à remarquer des choses. L'homme avait une voix plate, uniforme. Chaque mot sortait au même ton et au même volume, comme le pire acteur lisant une fiche. Le survivant s'était dit qu'il était peut-être juste fatigué, timide ou pas du coin. Puis il a décrit quelque chose qui m'a fait louper quelques battements de cœur. Il y avait quelque chose derrière la voix de l'homme. Un bourdonnement bas, une vibration, comme le son qu'on entend près d'un transformateur électrique. Un bourdonnement profond qu'on ressent jusque dans les molaires. Sauf que ça venait de la poitrine ou de la gorge de l'homme. Il ne l'avait remarqué que pendant les pauses, quand l'homme ne parlait pas. Et même là, c'était faible. Il s'était dit qu'il l'imaginait, mais ensuite, il y avait les yeux. Le survivant avait essayé de croiser son regard, sans succès. Le survivant avait essayé de croiser son regard, sans succès. L'homme tournait son visage vers lui quand il parlait. L'orientation était bonne, la tête était dirigée vers lui, le visage aussi. Mais les yeux étaient décalés.
Il se posait juste à gauche du visage du survivant ou juste au-dessus de son front. Quand le survivant bougeait ou tournait la tête, les yeux de l'homme ne suivaient pas vraiment. Il s'ajustait, mais toujours sur un mauvais endroit. C'était comme essayer de croiser le regard d'un tableau. Le survivant a dit « Tout est tourné vers vous, mais rien ne vous regarde ». Le survivant s'est arrêté sur le sentier et a dit à l'homme qu'il avait besoin de vérifier sa carte. L'homme s'est arrêté aussi. Il n'a pas enlevé son sac, ne s'est pas assis, n'a pas bu d'eau. Il était simplement resté là, immobile, face au survivant, bras le long du corps. Il aurait pu être un mannequin dans une vitrine. Les gens ne restent pas parfaitement immobiles comme ça. Cet homme s'était arrêté et l'arrêt était complet, comme mettre une vidéo sur pause. Le survivant a fait semblant de regarder sa carte pendant environ 30 secondes. Pendant ce temps, l'homme n'a pas bougé une seule fois, n'a pas cligné des yeux, n'a pas semblé respirer. Mais ce bourdonnement était toujours là, plus fort dans le silence. Le survivant a plié sa carte, l'a remise dans sa poche, et a dit qu'il venait de réaliser qu'il devait faire demi-tour parce qu'il avait manqué une jonction. L'homme a répondu « D'accord », du même ton plat. Le survivant s'est retourné et a commencé à remonter le sentier. Il m'a dit que la pire partie avait été les 15 secondes après avoir tourné les talons. Il n'avait pas entendu de pas derrière lui, il n'avait rien entendu du tout. Il avait eu tellement envie de courir, mais il avait gardé son calme et marché d'un bon pas sans regarder en arrière. Il avait quitté le sentier au premier chemin de gibier et s'était enfoncé dans les broussailles. C'est là qu'il s'était complètement perdu. Il avait passé la nuit sous un sapin de Douglas, sans abri ni feu. Il avait à peine dormi. 2 fois pendant la nuit, il jure avoir entendu quelqu'un appeler son nom depuis les arbres. Clair, calme, son prénom prononcé avec ce même ton uniforme. Il était certain de ne jamais avoir donné son nom à l'homme. Je parle trop sur les sentiers, je sais. J'ai dit d'où je venais, je lui ai parlé de mon chien, du trajet jusqu'ici, mais je vous jure que je ne lui ai jamais donné mon nom. Je sais que je ne l'ai pas fait, parce que juste avant de quitter le sentier, je me suis demandé pourquoi il ne me l'avait jamais demandé. La plupart des gens le font. J'ai alors demandé si l'autre randonneur l'avait suivi hors du sentier. Il a dit qu'il ne pensait pas. Il ne l'avait plus revu après lui avoir tourné le dos. Mais les 2 fois où son nom avait été appelé, ça venait d'une direction différente. La première fois de la montée à l'est, la seconde de la descente à l'ouest. Les 2 appels semblaient à la même distance. Je n'ai rien dit après qu'il eut terminé. Je tournais tout ça dans ma tête. Il continuait d'appeler l'étiquette de la bouteille de boisson énergétique. Il l'avait presque entièrement enlevé et triturait maintenant le résidu de colle avec son ongle, le raclant en petites boules grises sur la table. Je les regardais faire et je ne me faisais pas encore confiance pour parler. J'ai pris quelques profondes inspirations, puis je lui ai posé une dernière question. Est-ce que les yeux de l'homme l'avaient jamais regardé directement, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que pendant une fraction de seconde? Il a réfléchi longuement avant de répondre. Non, je ne pense pas qu'il l'ait jamais fait. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et je me suis assis à ma table de cuisine. J'ai ouvert les 2 rapports sur mon ordinateur et je les ai lus attentivement côte à côte. Le premier corps, dents poussées vers l'extérieur, mâchoire forcée ouverte, en grande partie vide à l'intérieur. Le deuxième, mâchoire ouverte, dents intactes, gorge éraflée de l'intérieur, également en grande partie vide. Et maintenant, nous avions un témoin vivant qui avait marché à côté de quelque chose qui ne pouvait pas croiser le regard, ne pouvait pas moduler sa voix, et qui se tenait comme rien sur terre ne se tient quand ça ne bouge pas. Pardonnez-moi, mais je vais vous dire sans détour ce que je pense qu'il se passe. Je n'ai évidemment pas toutes les preuves. J'ai 2 corps, une nuit de camping et un randonneur délirant, qui a entendu son propre nom appelé dans l'obscurité par quelque chose à qui il ne l'avait jamais révélé.
C'est tout ce que j'ai. Mais voici ce que je pense. Il y a quelque chose là-bas, dans l'arrière-pays profond, dans les parties de la forêt où les sentiers s'éclaircissent, où la canopée se referme, et où vous pouvez marcher pendant 8 heures sans croiser une autre âme humaine. Je pense que cette chose construit ses corps, ou plutôt ses combinaisons. Je ne sais pas avec quoi elle les fabrique, ni comment. Je pense qu'elle les porte et qu'elle marche là où sont les gens, en essayant de son mieux de ressembler à l'un d'entre nous. Et je pense qu'elle fait ça depuis longtemps. La première combinaison était grossière. Elle est sortie en rampant, a cassé les dents sur son passage et laissé la mâchoire tordue ouverte, sans s'en soucier. La deuxième trouvée était meilleure, plus propre. Les dents sont restées en place, la sortie était plus contrôlée. Le seul signe que quelque chose était passé à travers étaient les éraflures à l'intérieur de la gorge, et il fallait une autopsie pour les trouver. À cause de tout ça, je me demande à quoi ressemblera le troisième corps retrouvé. S'il restera encore quelque chose à trouver, ou si elle se lèvera simplement, marchera jusqu'à un départ de sentier, montera dans une voiture et conduira quelque part, pour s'asseoir à une table en face de quelqu'un qui l'attendait à la maison. Je repense souvent à l'histoire de Bud Gianelli, à ce 1,5 km qu'il avait marché à côté d'un homme dont il ne pouvait plus se souvenir du visage une semaine plus tard. Je me demande s'il avait remarqué les yeux ou la voix, et s'il l'avait simplement catalogué comme quelque chose dont les bois ne lui devaient pas d'explication. S'il avait rangé ça dans sa boîte. Peut-être que Bud a eu de la chance. Peut-être qu'il n'était simplement pas ce que la chose cherchait ce jour-là. Fréquemment, je pense à ce que Richard, Philippe et moi avons vu à la lisière des arbres cette nuit-là. Il n'y avait aucun doute qu'il y avait quelque chose là-dehors. Mais était-ce vraiment quelqu'un qui avait besoin d'aide? Ou était-ce autre chose? Je suis terrifié à l'idée de ce qui se serait passé si aucun de nous ne s'était réveillé. Ou si je n'avais pas empêché Richard d'aller vers elle. Au matin, y aurait-il eu une combinaison vide de plus dans les broussailles? Une de nos tentes vides, pour toujours? Avant de vous laisser, je tiens à dire que si vous randonnez seul dans l'arrière-pays, je ne vais pas vous dire d'arrêter. Les gens marchent dans ces bois depuis des milliers d'années et la plupart en ressortent sans problème. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous rencontrez quelqu'un d'autre sur le sentier, et que quelque chose vous semble très anormal, si la voix ne semble pas juste ou si les yeux ne croisent jamais vraiment les vôtres, faites confiance à votre instinct. Ces sensations existent en vous pour une raison. Être malpoli est préférable au fait de disparaître pour toujours. Faites demi-tour, éloignez-vous et ne regardez pas en arrière. Prenez ce dernier message au sérieux. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un sur un sentier de randonnée ou au bord de la route, et qu'il agit juste un peu bizarrement, vous pourriez avoir affaire à quelque chose plutôt qu'à quelqu'un. Et ce quelque chose pourrait vous entraîner dans les bois pour ne jamais être retrouvé. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un très fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.